bienvenue pour cet atelier sur l'actualité juridique animé par notre partenaire, le cabinet Kidal. Ce matin, donc, maître Diane Morini-Chanteau fera la présentation en compagnie de sa collègue, maître Mélanie Detouf. Donc, sur cette actualité juridique, ce sera principalement ciblé sur le contrôle fiscal. Donc, on est ensemble pour à peu près 1h30. Hein. Donc, tout de suite, je cède la parole. Merci. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis effectivement pour parler d'actualité fiscale et on va vous faire un petit zoom sur les nouveautés en matière de contrôle fiscal. Alors, juste… Oui, c'est bon. Donc, comme vous savez, on charge de l'argent suite à la crise Covid. Oh, ben, bien sûr, vous pouvez. L'administration fiscale, comme toute autre administration, a besoin de recouvrer de l'argent et des impôts pour faire tourner la machine. Et on constate sur l'année 2021 un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles en matière de contrôle fiscal qui tendent un petit peu à durcir, notamment les modalités de contrôle et de recouvrement dont on va vous faire part ce matin. Je vous rassure, on va quand même finir sur une bonne note, puisque depuis le 1er janvier 2021, on a une nouvelle procédure qui s'appelle examen de conformité fiscale et qui est une procédure permettant aux entreprises qui le souhaitent de pouvoir s'interroger sur leur situation fiscale globale en faisant un genre d'audit, on en parlera tout à l'heure, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions fiscales et donc de soumettre tout ça au visa de l'administration, un genre de rescrit comme on peut connaître dans les associations appliqué aux entreprises. Aux États-Unis, un peu le plaidé coupable. C'est un peu le plaidé coupable comme aux États-Unis, exact. On risque de beaucoup plaider coupable avec le fisc, hein, donc on va essayer de faire simple. Donc, on va aujourd'hui vous parler de 4 thèmes particuliers. D'abord, le pouvoir de contrôle de l'administration. Les garanties qui sont attachées, les garanties du contribuable qui sont attachées à ces contrôles, les modalités d'organisation du contrôle, et puis on parlera aussi des sanctions. Alors, concernant tout d'abord le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale, on a une première jurisprudence assez récente du 4 novembre 2021, donc c'est ça 4 mois, qui est un arrêt du Conseil d'État qui nous parle de la capacité de l'administration à communiquer des pièces sur la base desquelles elle se fonde pour un redressement fiscal. L'administration fiscale nous dit, le Conseil nous dit que l'administration a tout à fait le droit de ne pas communiquer les documents sur lesquels elle se fonde pour contredire l'argument du contribuable. Sympa, donc ça veut dire qu'elle a des pièces en sa possession, qu'elle a obtenues, on le verra tout à l'heure, qu'elle doit quand même avoir obtenues de manière licite. On a une autre jurisprudence sur le caractère licite, mais elle n'a pas à communiquer les pièces justifiant de son argumentation au contribuable. La solution aurait été, alors dans cet arrêt, c'est un petit peu particulier, les éléments ont servi à constater l'administration était en possession de pièces qui ont permis de constater des éléments de preuve qui avaient été fournis par le contribuable. Dans ce cas-là, on nous dit que, puisqu'en fait, les pièces dont l'administration dispose servent juste à constater des éléments déjà fournis par le contribuable, l'administration n'a pas à justifier. Voilà. En revanche, si les pièces qu'avait eues l'administration avaient servi à justifier le redressement, là, à ce moment-là, elle doit les communiquer. Mais si c'est juste un contre-argument du contribuable, elle n'a pas besoin de le justifier. Donc, ça commence à devenir un petit peu compliqué en matière de contrôle fiscal. Oui. Parce que si on a un avocat qui nous défend, oui. L'avocat n'a pas le regard sur les pièces qui justifient. L'avocat va communiquer les pièces pour défendre son client. Si l'administration obtient des pièces qui contredisent les pièces de l'avocat, elle n'a pas à les justifier. Voilà. Si en fait, ces pièces permettent de rebondir sur les pièces de l'avocat. Oui, de dire que l'avocat, que les pièces communiquées sont avancées par. Voilà, exactement. En fait, si ce sont des pièces, alors je vais essayer de prendre un exemple.
Imaginons qu'on produise des relevés de compte en banque pour le compte d'un client qui justifie d'une certaine somme et que l'administration, par d'autres moyens, a des pièces qui justifient de la même somme ou qui justifient du fait que la somme est fausse. Ou qu'il y a d'autres sommes qui existent. Ou qu'il y a d'autres sommes qui existent Ailleurs. qui ne sont pas sur les relevés de banque, elle n'a pas à en justifier. En revanche, si le redressement émane d'elle, de ses pièces à elle, à l'origine, là, elle doit les produire. Donc, ça devient un peu vicieux. En fait, quand vous avez quand même, pour avoir vécu un contrôle fiscal, en général, vous pouvez quand même. Oui, on sait ce qu'on doit communiquer ou pas, est-ce qu'on a, là où on a des problèmes ou pas, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais bon, moi, avec Mélanie, on suit actuellement un contrôle fiscal pour une indépendante. Sincèrement, l'administration a des moyens d'obtenir des informations, je pense au relevé du ministère de la Justice, des relevés de rémunération, mais on ne sait pas comment on les a obtenus. Alors, on ne sait pas comment elle les a obtenus. Elle nous balance des relevés du ministère de la Justice pour justifier d'une rémunération. Et puis, ils nous disent, il y a une erreur sur les relevés du ministère de la Justice. Merci d'appeler le ministère de la Justice pour vérifier les chiffres. Oui, mais comment vous avez obtenu les relevés ? Comment moi, je vais pouvoir produire un relevé d'un ministère qui… Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, ça fait déjà des années que ça dure, mais on est vraiment dans un système où on a un renversement de la charge de la preuve. Et ça devient très gênant. Et c'est de plus en plus flagrant. Moi, j'exerce depuis 20 ans. Déjà, il y a 20 ans, mon maître de stage me disait ça. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et on a l'impression plus qu'avec… alors, la crise sanitaire y est peut-être pour beaucoup parce qu'on a quand même engagé des frais et qu'on est en recherche d'argent. Hein, ce n'est pas nouveau. Mais là, vraiment, je trouve que ça devient de plus en plus important. La deuxième jurisprudence, c'est un arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 2021. Donc, vous voyez qu'on est sur des décisions très récentes. Vous aurez le support. Hein. Je vous vois gratter. Oui, non, mais je vois ça. Non, mais là… Non, vous aurez le support, même pour ceux qui nous écoutent en visio, vous aurez le support, ne vous inquiétez pas, ne vous amusez pas à tout prendre en photo de manière frénétique. Donc là, c'est une jurisprudence également du Conseil d'État qui vise un article du livre des procédures fiscales qui prévoit que les documents, pièces ou informations utilisés par l'administration et qui lui sont communiqués dans le cadre de son droit de communication ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine. Alors, c'est un arrêt qui est assez intéressant parce que vous savez peut-être que dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration est en droit de faire jouer ce qu'on appelle le droit de communication. Ça peut être un droit de communication exercé auprès des banques, ça peut être auprès d'autres administrations. Les URSSAF, par excellence, le droit de communication adressé aux URSSAF, ça marche très, très bien en matière de redressement, de salaire, etc. Et là, le Conseil d'État nous indique donc que les documents ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine licite ou illicite. Alors, le Conseil constitutionnel a émis une réserve sur l'application de l'article du livre des procédures fiscales et a précisé que les documents en question ne devaient pas avoir été déclarés illicites, acquis de manière illicite ou illégale, parce que lorsque les documents sont acquis de manière illicite ou illégale, les documents ne seraient pas opposables aux contribuables. Alors, au cas d'espèce dans cet arrêt, les documents opposés aux contribuables avaient été obtenus de manière licite. L'administration avait fait jouer son droit de communication, elle avait obtenu les documents par l'intermédiaire d'une autorité judiciaire, mais certaines des informations contenues dans les documents avaient été portées à la connaissance de l'administration avant l'obtention des documents, et ce, de manière illicite. Donc, en fait, elle avait obtenu des infos de manière illicite, elle avait eu confirmation de ces informations par l'obtention de documents obtenus de manière licite dans le cadre d'un droit de communication. Et à ce moment-là, le Conseil d'État a jugé que les documents obtenus par l'administration fiscale avaient été obtenus dans des conditions illicites parce qu'en fait, elle avait obtenu les infos avant de manière illicite. Alors, est-ce que vous avez un cas pratique où se situe
Ben, on peut. Alors, le côté licite et illicite, c'est pas évident parce qu'en fait, bon, la plupart du temps, le droit de communication de l'administration fiscale, elle le fait jouer et c'est encadré par le livre des procédures fiscales. Ça peut être aussi obtenu dans le cadre de perquisitions ou de visites domiciliaires, parce que l'administration fiscale peut faire des visites domiciliaires. Alors, nous, on en a en Moselle sur un sujet très classique. On n'a pas besoin d'avoir tué quiconque pour avoir une visite domiciliaire. Une suspicion de fraude fiscale, d'évasion fiscale. On est à côté du Luxembourg ou de l'Allemagne. Moi, j'ai déjà un client qui a eu une visite domiciliaire au petit matin, à l'aube, à 6 heures. Les policiers devant chez lui, toc toc, voilà. C'est la visite. Donc ça, c'est le droit de communication, le droit de perquisition. Le droit de communication peut s'exercer dans ce cadre-là. Donc, l'administration, quand elle fait son droit de communication, doit avoir connaissance de pièces et doit faire savoir au contribuable qu'elle les a. Elle ne peut pas, au détour d'un petit déjeuner sur une table, subtiliser un document où on doit en avoir une pleine et entière information. Ça doit être transparent. Elle peut obtenir des informations de manière illicite. Il faudrait qu'il y ait un délit ou un vol, par exemple, qui soit exercé, ou alors qu'on ait eu que l'information sur le document obtenu ait été volontairement dissimulée. Donc la frontière n'est pas évidente. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration ne peut pas tout nous opposer au motif qu'elle aurait régularisé une obtention illégale par une démarche légale. Il n'y a pas de couverture, je veux dire. Alors, un troisième arrêt, 26 octobre 2021 du Conseil d'État. Ça, c'est un arrêt qui porte sur les conséquences financières. Alors, je vous avouerai que j'ai appris quelque chose parce que pour moi, le 26 octobre, on nous a enseigné quelque chose. Normalement, on nous dit que les conséquences financières des redressements, lorsque vous faites l'objet d'une proposition de rectification, sont obligatoirement communiquées au contribuable. Et que le défaut de communication de ces conséquences financières est un vice de procédure. J'entends quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Oui, on est d'accord. Et ça fait des années que ça n'était pas arrivé. Alors, je pense que ça fait rigoler tout le monde. La jurisprudence du Conseil. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas, quelqu'un n'a pas coupé son micro. Parce qu'il était périmé, accessoirement. Ah, bon, d'accord. Ouais, bon, normalement, ça dépend bien. Mesdames qui me parlent et qui n'a pas coupé son micro en visio. Ça peut faire ça. Ah, il y en a qui les donnent. Moi, je vais faire une petite pause parce que c'est très désagréable. C'est ceux qui n'ont pas le micro rouge. C'est fait. Merci. Voilà. Donc, le Conseil d'État, le 26 octobre 2021, nous indique que même si les garanties prévues en faveur du contribuable doivent être respectées dans l'absolu, cela n'oblige pas l'administration à appliquer les dispositions relatives aux rectifications contradictoires lorsque la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable. Au cas d'espèce, il s'agissait, évidemment, maintenant ça ne marche plus. Voilà. Au cas d'espèce, il s'agissait d'un contrôle de CFE. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle en matière de contribution foncière des entreprises, donc une des anciennes composantes de la taxe professionnelle, et a évoqué le fait que lorsqu'il a été redressé, il n'y avait pas de conséquences financières sur l'avis de mise en cause, sur la proposition de rectification. Donc, en fait, il a été redressé, mais il n'avait pas le montant de l'impôt dû, ni les pénalités, ni les majorations, ni rien du tout. Et le contribuable a soulevé une irrégularité de procédure, pensant certainement espérer à une nullité de la procédure, et prescription évidemment qui va avec. Sauf que le Conseil d'État a relevé que la procédure de redressement en matière de CFE n'était pas la procédure de rectification contradictoire et que donc le contribuable ne pouvait pas se prévaloir des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, à savoir la mention des redressements. Voilà. Donc, en fonction, alors les droits et garanties du contribuable sont quand même très limités quand on n'est pas en rectification contradictoire, ce qui veut dire donc qu'à chaque impôt, sa procédure,
et qu'on ne peut pas évoquer de garantie qui ne serait pas attachée à la procédure concernant précisément l'imposition sur laquelle vous êtes contrôlé. Le mec norvégien. C'est ça. Ça touche. C'est chaque couche superposée. Maintenant, on va aborder la question des garanties du contribuable. Et un sujet qui est particulièrement intéressant, je sais qu'il est un peu compliqué, mais c'est vraiment pour nous le cœur du contrôle fiscal, donc qu'il faut un peu maîtriser. Et ces slides sont particulièrement intéressantes puisqu'elles parlent des prescriptions de droits de reprise de l'administration. Et c'est un sujet d'actualité parce que vous savez peut-être que quand on est passé de l'impôt sur le revenu payé par mise en recouvrement classique au prélèvement à la source, en 2018, on a eu une extension du délai de prescription et de reprise de l'administration fiscale pour l'année 2018 qui est passée exceptionnellement de 3 à 4 ans. Pour justement pouvoir contrôler. Donc, c'est 4 ans plus l'année en cours. C'est 4 ans plus l'année en cours. Voilà. Vous voyez comme quoi c'est compliqué. En fait, l'objectif, c'est parce que quand on est passé de l'impôt sur le revenu au prélèvement à la source, on a eu cette fameuse année blanche en 2018. On a eu le fameux crédit d'impôt, modernisation du recouvrement. Merci Mélanie. Et en échange, on s'est pris une année de plus de droit de reprise de l'administration. Et on s'est posé la question de savoir comment on appliquait ces droits de reprise superposés. On a un droit de reprise initial dans la plupart des contentieux fiscaux qui est de 3 ans, plus l'année en cours. D'accord ? Et là, on est passé à 4 ans plus l'année en cours. Est-ce que c'est du permis ? Non, c'est 4 ans pour l'année en cours, plus juste pour 2018, s'il vous plaît. Donc, ça termine. Oui, bah. Il y a les élections présidentielles entre-temps, on ne sait pas. Le Conseil d'État, donc en octobre 2021, a eu à se prononcer sur les questions de loi et de date d'entrée en vigueur des lois qui allongent le délai de reprise, le droit de reprise de l'administration fiscale. Et le Conseil d'État, on va prendre le schéma, je crois qu'il est juste derrière, nous indique que lorsqu'on a une loi qui allonge un délai de reprise, un délai de prescription, mais sans que cette loi précise la date d'entrée en vigueur de ce nouveau délai, d'accord, le point de départ. Le délai est applicable au délai en cours après imputation du délai écoulé. Je vais vous le refaire avec un schéma. D'accord ? Donc, quand on n'a pas de dispositions dans la loi qui nous disent, ben voilà, le délai il passe de 3 à 4 ans et ce nouveau délai de 3 à 4, il court à compter du 1er janvier 2023. On n'a rien. Dans ce cas-là, quand on a une disposition, deux cas, soit on a une disposition qui abrège le délai existant, le délai initial, soit on a une disposition qui augmente le délai initial. Il y a les deux cas. Soit la loi prévoit un délai plus court que le délai qui existait auparavant. Dans ce cas-là, d'accord, on vous avait fait un petit schéma. Imaginons que là, on passe de 5 à 4. Dans ce cas-là, le nouveau délai, il est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de la date de promulgation du décret qui l'a fait rentrer en vigueur, mais uniquement pour le délai qui reste à courir en application de l'ancienne loi. Donc, si on était à 5 ans, qu'on a un nouveau délai qui passe à 4 et qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi, on a déjà passé 3 ans, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, il nous reste 2 ans pour l'administration, il lui reste 2 ans pour exercer son droit de compte. D'accord ? Dans le cas où on a un délai qui allonge l'ancien, voilà, c'est le même principe. Et qu'on n'a pas de date d'entrée en vigueur, le nouveau délai s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi. Alors, dans cette hypothèse, on avait un ancien délai de 4 ans, un nouveau délai de 6 ans. Donc, le nouveau délai, il est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi et les 2 années qui ont déjà été écoulées au moment de l'entrée en vigueur de la loi avec l'ancien délai seront retenues pour calculer le nouveau délai. D'accord ? Donc là, imaginons que la loi rentre en vigueur au 1er janvier 2022. On a déjà eu 2 ans avant. 1er janvier 2022, on passe de 4 à 6. Donc, on aura encore 4 ans à passer à compter du 1er janvier 2022.
Il va falloir commencer à calculer sérieusement et correctement. Alors, si on tire les conclusions de cette jurisprudence sur notre fameux délai étendu du CIMR et du prélèvement à la source, on est passé de 3 à 4. La loi, à ma connaissance, ne prévoyait pas d'autres dates d'entrée en vigueur que la date de promulgation, 1er janvier. Toutes les lois de finances sortent au 1er janvier 2018. On est passé de 3 à 4. Donc, 1er janvier, pour les revenus 2000. Dans l'année blanche, c'était les revenus 2018. Donc, 2019. Oui, 1er janvier 2019 pour les revenus 2018. Donc, 1er janvier 2019, donc ça fait 31/12/2019, 2020, 2021, 2022. Donc, l'entrée en vigueur se fera comme ça. Et donc là, à la fin de cette année, on aura atteint la prescription étendue de 2018. Et on reviendra, et on est déjà revenu pour les revenus 2019, 2020, 2021. Ouais, du revenu 2018. L'année 2018 ne pourra pas être contrôlée. C'est ça. On est en période, on nommait de déclarer les délais doubles, et sur le coup, ça à l'époque. Les délais doubles. Oui, comme il y avait un secrétaire d'État qui avait un phobie administrative, par exemple. Ah oui, c'est vrai, j'avais donc, ça oublié. arrive qu'on oublie de le déclarer. Donc, la prescription double. Donc, Oui, on est en prescription étendue. Classiquement 6 ans plus 1 an à 8 ans plus 1 an. Non, il n'y a pas eu de. La prescription élargie des 3 à 4 ans, elle a juste été prise. Elle a juste été prise pour l'IRPP. En fait, c'était pour verrouiller le calcul du CIMR, les impôts modernisation. Et la Oui. prescription de l'année 2019, C'est normal. Au revenu 2019, c'est normal. C'est 3 ans plus l'année en cours. alors, c'est Donc, le 1er janvier. ah oui, ça sera. Oui, pareil. mais parce qu'on sera sur revenu sur 3 ans. Oui, tout à fait. En 1er janvier 2023, 2 années qui sont C'est ça. 2018, Oui. 2019. C'est bon que pour l'hier ou c'est bon pour oui, Normalement, la prescription élargie à 4 ans, c'était pour l'impôt sur le revenu pour l'année blanche. Ce qui veut dire que potentiellement, sur 1er 2031, 2019, 20, 21, 22, ce qui veut dire que potentiellement sur 2022, on peut se taper un certain nombre de contrôles fiscaux en matière d'IRPP. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Exactement. Fin 2022, tout le monde va se réveiller. C'est va ça. être- Exact. Et la transition là en ce moment. Avec les 2 ans, je pense qu'il faut L'argent, on fait un peu les caisses. Mais là, le carburant rapporte déjà. Laisse pas la taxe sur le carburant. Le gestionnaire, maître gestionnaire. Alors, en revanche, lorsque la loi crée un délai de prescription pour un droit qui n'en comportait pas avant, ou sur lequel il n'y avait aucune prescription, le délai de prescription nouvellement adopté est applicable immédiatement, hein, et il court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Ça, donc, il n'y a pas de difficulté sur ce sujet-là. Il n'y avait rien avant, il y a quelque chose, on crée un nouveau droit, il s'applique immédiatement. En matière fiscale, il y a beaucoup J'en connais pas qui ne soit pas prescrit. Non. Non, alors là, enfin, quoique, ça dépend comment on l'entend. On peut avoir des actes qui sont prescrits par des délais longs, mais le problème, c'est la naissance du délai de prescription. Je prends un exemple, en matière de droit d'enregistrement, par exemple. De droit de donation déguisée, cachée, peu importe, pas déclarée, le délai de prescription est court à compter de la révélation des faits. Bon, mais la révélation des faits, elle peut intervenir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, quoi. Donc, mais globalement, dans à peu près tous les impôts, on a des délais de prescription. On n'est pas sanctionné ad vitam aeternam jusqu'à notre mort. C'est ça, jusqu'à ce que mort s'en suive. On va parler maintenant d'une question qui nous touche particulièrement, c'est la mention selon laquelle dans les contrôles fiscaux, vous avez le droit de vous faire assister d'un conseil de votre choix, ce qui est le droit de tout justiciable, même en dehors du secteur fiscal. L'arrêt, donc ça c'est une cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 21,
nous indique que l'absence de mention dans une procédure de contrôle de la faculté de faire appel au conseil de son choix dans le cadre d'une visite ou d'une saisie domiciliaire n'est pas de nature à affecter la validité de la visite ou de la saisie. Moi, je trouve ça particulièrement choquant, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une visite ou une saisie domiciliaire, vous avez une notification, il n'y a pas de mention comme quoi vous avez le droit à un conseil. Normalement, c'est mentionné sur l'avis de vérification et de visite. Ce n'est pas de nature à affecter la validité de la visite. Voilà. En revanche, effectivement, c'est un élément qui pourra faire l'objet d'un débat dans le cadre d'un recours contre les opérations de visite et de saisie, mais en attendant, il n'y a pas de nullité de la procédure. Un deuxième arrêt, 26 octobre 2021, qui concerne les interprétations faites par l'administration fiscale et par la doctrine administrative qui sont prises sur des impôts et dont le Conseil d'État admet que ces interprétations peuvent s'appliquer sur d'autres impôts. Il faut savoir qu'en matière fiscale, on a une pléthore de sources juridiques. On a le bulletin officiel des finances publiques, on a le Code général des impôts, on a le livre des procédures fiscales, on a des réponses ministérielles, en veux-tu, en voilà. Chaque institution et administration y va de sa petite réponse sur son petit impôt. Mais il faut savoir qu'on a un certain nombre d'impôts qui ont des impacts croisés. D'accord ? On peut avoir chez notre cliente, Madame R, il y a une problématique de qualification de revenus qui a un impact en matière d'impôt sur le revenu et par conséquent de TVA. On peut avoir l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Enfin bon, donc l'administration peut être à se prononcer et à prendre une position doctrinale sur une typologie d'impôt, mais cette position doctrinale peut avoir des impacts sur d'autres impôts. Et jusqu'à présent, on nous disait, si vous avez un contentieux hier, ben vous pouvez invoquer la position de la doctrine en matière d'impôt sur le revenu. Si vous avez un contrôle prélèvements sociaux, vous pouvez invoquer la doctrine prélèvements sociaux. Mais si, dans le cadre de cette doctrine sur les prélèvements sociaux, l'administration a parlé de l'impôt sur le revenu, et que vous avez un contrôle en matière de prélèvements sociaux, vous ne pouvez pas invoquer sa position en matière d'impôt sur les revenus. Donc, c'était très cloisonné. Donc, le Conseil d'État, le 26 octobre 2021, c'est un arrêt où la personne avait un contrôle toujours en matière de CFE et la doctrine administrative évoquée concernant la CFE renvoyait expressément à la doctrine administrative concernant la taxe foncière. Logique, parce que la contribution foncière des entreprises et la taxe foncière sont étroitement liées, notamment en termes de base. Dans le cadre de son contrôle, le contribuable avait évoqué la doctrine relevant de la taxe foncière, alors même que lui ne faisait l'objet que d'un contrôle CFE. Le Conseil d'État a jugé que le contribuable était tout à fait en droit de se prévaloir de la doctrine relative à la taxe foncière pour une procédure CFE, dès lors que la doctrine CFE de l'administration renvoyait à une problématique de taxe foncière. C'est quand même, alors ça peut paraître extrêmement logique dit comme ça, mais pour nous, c'est quand même une petite révolution parce que compte tenu des cloisonnements jurisprudentiels et doctrinaux qu'on a en matière fiscale, c'est quelque chose de très intéressant. Dommage qu'on n'en ait pas en matière de requalification de revenus post en BNC et en prélèvements sociaux. On a par exemple un contentieux où on a une cliente qui a fait l'objet d'un contrôle. Pour la petite histoire, on a requalifié son traitement et salaire en BNC, alors même que les URSSAF considèrent sa rémunération comme un traitement et salaire et le traitent en matière sociale comme un salaire. Voilà. Mais on n'a pas le lien entre le fiscal et le social. On aimerait bien avoir une doctrine qui fasse les deux. On essaye sans fin d'évoquer la doctrine sociale, mais comme l'administration fiscale n'a pas repris la doctrine sociale, on est bloqué. Donc, on nous dit à chaque fois que ce n'est pas applicable. Peut-être qu'il faudrait creuser cet arrêt. On va poursuivre sur la saisie des données informatiques lors des visites domiciliaires. On a eu une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée au Conseil constitutionnel le 21 décembre 2021. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a des présomptions d'agissement frauduleux en matière d'impôt sur les revenus, de TVA ou d'IS, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer des visites en tout lieu, même dans des lieux privés,
ou des documents se rapportant à des agissements présumés sont susceptibles d'être détenus afin de procéder à leur saisie et quel qu'en soit le support. Donc, en fait, on peut même envisager une visite domiciliaire au domicile privé du dirigeant, notamment en cas d'une fraude TVA, et même si c'est son domicile privé, ou ça pourrait bien être le domicile privé de ses enfants, saisir une clé USB sur laquelle on suppose qu'il y a des preuves des agissements frauduleux. Donc là, la question, c'était de savoir est-ce qu'on peut saisir ces biens sur support informatique, quel que soit le lieu. Il faut que ce soit appartienne à la personne visée, pas visée. Est-ce que ça peut être un tiers, pas un tiers, etc. La Cour de cassation a déposé une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si on n'avait pas une violation de ces dispositions par rapport au droit au respect de la vie privée, dans la mesure où cette possibilité permettait la saisie de données informatiques stockées à l'extérieur des lieux où la visite avait été autorisée et des lieux qui appartenaient à des tiers. Je ne sais pas si je fais l'objet d'un contrôle fiscal, je me pose la question de la légalité de la visite domiciliaire qui pourrait avoir lieu au domicile de ma fille ou de ma sœur ou de mon frère, peu importe, dans la mesure où ils ne sont pas touchés par le contrôle. Et donc, l'administration, enfin, la question prioritaire de constitutionnalité est donc en cours de traitement. On attendra la réponse. Elle est en cours de traitement. Oui. Elle est en cours de traitement. Ben, j'ai été déposée en décembre. Oui, elle a été en donc, décembre 2021. On n'a pas encore de retour sur le sujet, mais on l'attend avec impatience. Concernant maintenant les vices de procédure en cas de refus de débat avec le supérieur hiérarchique, et je pense que c'est la dernière partie sur les garanties du contribuable, on a un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, qui est notre Cour administrative d'appel nationale extrêmement prolifique, Douai en matière fiscale. Ça, c'est une question intéressante. Au cas d'espèce, on avait un contribuable qui avait un contrôle fiscal. Il avait saisi, donc il avait fait l'objet d'un redressement, il avait saisi la commission des impôts directs pour discuter de son affaire. C'est un recours après la proposition de rectification. À l'issue de la commission des impôts directs, la commission lui elle-même avait proposé à l'administration fiscale de procéder à une instruction complémentaire. Suite à l'instruction complémentaire, le vérificateur a proposé au contribuable une rencontre avec le supérieur hiérarchique. Le supérieur accepte. Le contribuable va voir le supérieur, le différend persiste et la commission est une nouvelle fois saisie par le contribuable. Puis, le contribuable, à l'issue de la deuxième commission, demande un recours hiérarchique en application de la charte du contribuable vérifié, ce qu'il a le droit de faire. Et il va voir l'interlocuteur régional. Après cette rencontre avec l'interlocuteur régional, le contribuable demande un recours hiérarchique, à nouveau, qui est refusé par l'administration fiscale. L'administration fiscale estimant que les voies de recours ont toutes été épuisées. Il y a eu effectivement une première commission, un premier recours hiérarchique, une deuxième commission, supérieure départementale, et d'un moment, l'administration dit stop. La Cour administrative d'appel a jugé différemment, c'est assez intéressant en tout cas pour nous. Elle a considéré que la première rencontre avec le premier supérieur hiérarchique ne rentrait pas dans le cadre du recours classique parce que la proposition n'émanait pas, la demande n'était pas faite par le contribuable, mais la proposition émanait de la commission départementale des impôts directs. Donc, l'administration en était à l'origine. Donc déjà, ce premier recours-là a sauté de manière favorable dans un premier temps. Le refus de l'administration d'organiser un second recours hiérarchique, qui en fait était en réalité le premier, a donc privé le contribuable d'un droit à un débat contradictoire avec le supérieur avant la procédure de clôture. Voilà. Et donc, on a constaté un vice de procédure, et ce qui est génial dans les vices de procédure, c'est qu'on repart à zéro. Et qu'avec un peu de chance, quand on a eu un contrôle, une commission départementale, un recours, une deuxième commission départementale, sachant que pour avoir un rendez-vous à la commission départementale, il faut compter 3-4 mois, avec un peu de bol, on peut avoir une prescription. C'est prêt à tout, hein. Faut être honnête quand même.
Ok, on va vous parler maintenant des modalités d'organisation des contrôles fiscaux. Je vais laisser la parole à Mélanie sur ce sujet-là. Allez-y. C'est plus simple pour Ouais. vous. Alors du coup, oui, moi je vais vous parler des modalités d'organisation du contrôle fiscal. Donc, on a un premier arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2021 dans lequel on nous dit que l'irrégularité de procédure envers une procédure à l'encontre d'une société n'empêche pas la procédure visant les associés. Donc, au cas d'espèce, on avait une procédure de contrôle d'une société et qui avait été constatée, qui était irrégulière parce qu'un vice de procédure avait été constaté. Et par le biais de cette procédure, des informations avaient été prises et ça avait conduit à l'ouverture d'une procédure à l'encontre des associés. Et les associés se sont prévalus de l'irrégularité de la première procédure pour faire tomber la leur. Et le Conseil d'État a jugé que l'irrégularité de procédure à l'encontre de la société n'empêchait pas l'administration d'utiliser les informations qu'elle avait recueillies dans le cadre de cette procédure à l'encontre des associés. Donc, on en conclut que l'irrégularité de procédure ne permet pas de rendre illégale l'utilisation des informations recueillies dans ce cadre. Alors ensuite, régularité d'un contrôle opéré dans les locaux de l'administration, même en l'absence d'accord formel. Alors, dans cet arrêt, une intervention des services des impôts avait eu lieu au siège du contribuable pour le premier rendez-vous et les rendez-vous suivants du contrôle avaient eu lieu à l'administration, dans les locaux de l'administration fiscale. Et le contribuable n'avait jamais donné son accord écrit et formel pour que les rendez-vous aient lieu dans les locaux de l'administration fiscale. Et il s'était rendu aux différents rendez-vous. Donc, le fait de se prévaloir que les rendez-vous n'avaient pas eu lieu dans ces locaux de son entreprise ne pouvait pas permettre de considérer la procédure comme irrégulière. Quand bien même, il n'aurait pas donné son accord formel. On a considéré que le fait qu'il se rende au rendez-vous permettait de valider en fait les rendez-vous qui ont lieu dans l'administration fiscale. Alors ensuite, un arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2021. Donc, dans cet arrêt, une proposition de rectification avait été envoyée au siège de l'entreprise, sauf que l'entreprise avait changé son siège social et avait uniquement publié ce changement de siège social au RCS. Elle n'en avait pas avisé l'administration. Et donc, du coup, l'administration avait envoyé la proposition de rectification à l'ancienne adresse. L'entreprise s'était prévalue du fait qu'elle n'avait pas reçu la proposition de rectification. Et il a été considéré que le fait que l'entreprise n'avise pas l'administration fiscale de son changement d'adresse ne permettait pas en fait de se prévaloir qu'elle n'avait pas reçu la proposition de rectification à la bonne adresse. En fait, l'administration envoie à l'adresse qu'elle connaît et si l'entreprise n'avise pas, elle considère que c'est rempli. Ce qui est extrêmement choquant, c'est que l'administration n'a à faire aucune démarche pour vérifier l'exactitude de l'adresse. Vous pouvez lui donner n'importe quelle adresse. Il vous incombe de faire les formalités de changement d'adresse auprès de l'administration. Vous avez oublié de le faire. Il n'y a pas de vice de procédure. Il n'y a pas de vice de procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas au courant qu'on a un contrôle fiscal, on n'a pas répondu, ça veut dire que, imaginons des années plus tard, c'est quoi la conséquence? La conséquence, imaginons que vous ayez une notification d'un avis de vérification. Imaginons que vous ayez une notification de vérification de comptabilité. D'accord? Vous devriez, donc, et manque de bol, vous avez changé d'adresse, vous avez fait toutes les formalités. Bon, GTL a fait sa formalité au tribunal judiciaire, etc. Machin, mais entre-temps, on est l'année fiscale, le dépôt d'Elias et tout, c'est passé, où il n'y a pas eu de formalité à faire auprès de l'administration fiscale. Vous recevez un contrôle de vérification de comptabilité, vous n'y donnez pas suite. Première relance. Deuxième relance, vous recevez une deuxième notification. Vous n'y donnez pas suite, vous ne l'avez pas. Bon, impact possible, taxation, contrôle, taxation d'office. Donc, c'est une taxation d'office, on change de procédure. Donc, vous n'êtes plus dans une procédure de vérification contradictoire,
Vous êtes dans une procédure de taxation d'office. Vous pouvez avoir aussi les pénalités pour opposition à contrôle fiscal. Imaginons que ça dure, le problème c'est que c'est sans fin ce truc-là. Et donc la procédure de contrôle est totalement différente et beaucoup plus. Oui. Oui. Est-ce que en général les courriers retournent à l'expéditeur dans le cadre. Mais pour autant que l'administration l'envoie recommandé avec accusé de réception, d'abord. Ouais, sachant que les vérifications de compta, les notifications de redressement, tout ça, bon. Ah non. Ah non. Non, c'est en lettres simples et une fois sur deux, c'est en lettres vertes. Donc, inutile de vous dire qu'entre la date qui est mentionnée sur le courrier et la date de réception, il y a 10 jours. Hein. Ah bah, j'en ai fait un contrôle fiscal, un contrôle il y a quelques mois, en janvier. On a envoyé le courrier en janvier, le 17 janvier. Le 6 février ou 7 février, on a reçu un courrier de l'administration fiscale, c'était à Cannes, qui était daté du 17 janvier, me disant ce n'est pas le bon service, on transmet votre demande au bon service. Le courrier est daté du 17 janvier, l'enveloppe, nous on l'a reçu 6 février, hein, donc c'est courrier vert. Hein. On prend son temps. Donc, le risque, en fait, c'est le changement de procédure et de se retrouver avec une taxation d'office. Pour remplir un M2. Oui. Alors, il y a pour les structures qui ont pour les structures lucratives ou qui ont des salariés, tout ça, qui ont un CFE, on a effectivement un formulaire à faire M2. Alors, ça dépend, soit vous le faites auprès des URSSAF si c'est votre CFE qui s'occupe de ça. Ça dépend si vous êtes fiscalisé ou pas. Et pour la création de société, alors c'est pareil. Il y a un formulaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Il y a un formulaire à déposer. Alors, en fait, après, c'est l'URSSAF qui dispatche. Ça dépend. Soit c'est les URSSAF, soit c'est les impôts, qui en fait font office de centre de formalité des entreprises et qui dispatchent l'information à la création, mais aussi en cours de vie sociale. Et il ne faut pas oublier que ça touche aussi bien les sociétés que les associations. Et que le tribunal judiciaire fait pas CFE. Donc, le tribunal judiciaire ne communique aucune information. Donc, soit on a, pour les structures associatives, notamment les URSSAF qui font office de CFE si la SOS emploie du personnel, soit le SIE carrément si l'association a une activité lucrative déclarée. Mais ça ne viendra pas ni du RCS, ni du tribunal judiciaire. Alors, c'est ça, ça veut dire que dans la mesure où vous voyez à l'ancienne adresse, c'est-à-dire que c'est un jour qu'on est fonctionné. Enfin, comment est-ce qu'on finit par savoir qu'on est notifié, qu'on est redressé vous allez bien finir par déposer une déclaration fiscale à la bonne adresse. Ouais. Donc, l'administration va mettre à jour. Moment-là. Oui, parce que vous ne pouvez jamais rester anonyme très longtemps avec le fisc. Hein. À minima, vous aurez peut-être une déclaration de TVA ou une déclaration. À un moment donné, oui. Ne serait-ce qu'avec la taxe foncière si vous êtes propriétaire, la taxe d'habitation. En général, c'est ce changement d'adresse-là, il est problématique sur une année. Oui. Le risque, c'est ça. Le risque, il peut survenir l'année du déménagement. L'année du déménagement, c'est l'année la plus tendue parce que c'est vrai qu'il y a des formalités. Vous pensez faire des formalités. Moi, je travaille beaucoup avec les associations. On fait les formalités au tribunal judiciaire. On pense que le tribunal judiciaire va dispatcher tout ça, machin, puis il ne dispatche rien du tout encore. Hein, je veux dire, et on n'a pas de publicité, on n'a pas de publication dans un journal. La bonne foi, elle est plaidable. Enfin, non, parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous êtes censé savoir que vous devez déclarer votre changement. Vous déclarez votre changement d'adresse au gaz, à l'électricité, au téléphone. Bon, vous la déclarez au fisc. Je me fais l'avocat du diable. Oui, non, mais... Avec cet arrêt-là, pas de bonne foi. Les cartes grises, c'est quoi? La carte, la carte. J'ai pensé depuis tout à l'heure. Il nous laisse un délai. Moi aussi, il vous laisse un délai de 2 mois ou d'un mois ou 2 mois à compter de votre déménagement. Pas à compter de la révélation des faits, parce que moi, je me suis payé il y a 1 point et 135 € d'amende. Je peux vous le dire. Non, ça a changé alors. Ça a changé. Pour défaut de changement d'adresse sur la carte grise, dans les délais. Ouais.
Ah oui, je parle de ça il y a 2 ans. Quoi. C'était un document qu'on constatait sur la catégorie. Vous receviez un document et vous aviez un mois à partir du document pour changer. Mais indépendamment du moment où vous avez Ah oui, non, changé. moi, je suis pas vous tombée n'avez sur pas un eu gars cette sympa, chance. moi. À l'époque, Mais c'était il y a plus longtemps que vous. Hein. j'ai une ancienne collaboratrice qui avait fait des faits réels. Son père lui a gagné la voiture depuis la maternelle, mais elle commençait à faire réel. Elle s'est détagnée sur les 3 ans, puisque la carte grise était toujours en nom de papa et qu'elle avait pas fait. Bah, Donc là, c'est aussi des grosses Ah conséquences. oui, non, mais. Ah, ben oui, mais moi, là, mon ancienne voiture, moi aussi, c'était mon père, je viens de penser. Et donc, du coup, là, effectivement, dans ce cas-là, c'est même pas bonne foi, c'est on a oublié de faire, il nous laisse. Ah ben c'est ça, oui, oui. Donc, Mais quand je disais la bonne foi, mais je veux dire, c'est vrai non, mais ça aurait pu, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens oui, qui gèrent, voilà, qui font ça de leur côté. Et puis, qui savent imaginez pas, aujourd'hui, même un changement d'enquête en particulier, quand vous voyez le Oui. truc en cascade, les dominos, et tous les codes de vérification et tous les trucs, les banques vous le rappellent tous les jours. Encore hier, est-ce que c'est toujours votre numéro et tout, c'est lourd. Hein. on est pisté de partout. Ah oui, là maintenant. De partout, Quand on partout. voit comment Quand vous avez on cookies, Je pense que. Ah ben non, on est d'accord. Hein. d'impôts, vous regardez tout est rempli. Oui. Ça vient d'où? Oui, c'est ça. Mais comment qu'ils savent ça, eux? Mais moi, je sais même pas que j'ai touché ça, quoi. Juste, c'est les petits intérêts bancaires, ça. D'où ils sont sortis ce truc, quoi. Et en fait, effectivement, on cherche, on fouille dans nos papiers, les fameux papiers qu'on pourrait fouiller aussi. C'est ça. Et on se dit, ah ben oui, effectivement. c'est là qu'on a une mémoire sélective. Hein. Et vous savez, c'est ce qu'il disait l'autre fois, il y a des gens, ils ne savent même plus qu'ils ont des comptes. Alors, il y a, je ne sais plus comment s'appelle l'application où vous pouvez retrouver les comptes qui sont encore ouverts, mais qui au bout d'un certain temps vont fermer et passent à la caisse de dépôt et de consignation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Procédure de réactivation. Mais je l'ai fait pour lui mais là, au bout de 2 ans. Là. C'est avant. C'est avant la procédure de réactivation. Où ça vous permet de retrouver tous vos Oui, avoirs. je vois ce dont vous parlez, mais je ne me souviens plus non plus comment ça s'appelle. Il faut que je note. Au cas où, si on trouve un compte perdu. Quand ça fait 25 ans que vous avez ouvert des comptes, je suis sûre qu'à un moment, j'avais ouvert un compte en Allemagne il y a longtemps, je me pose des questions maintenant. Vous savez que vous êtes obligé de le déclarer sur votre impôt sur les revenus. Hein. Il y a plus de 20 ans. Oui, mais c'est pas grave. S'il existe encore, il faut le déclarer. Ah bah maintenant, c'est gênant. Il faut que je me rappelle plus, je sais même plus ce que j'ai dit. L'administration va vous le retrouver. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Parce que moi, j'ai un client, bon, maintenant, il est âgé, mais ça ne change rien. Il a toujours son caractère. Ancien chef d'entreprise. Un jour, donc on est en pleine période de procédure de régularisation de compte à l'étranger Hollande, sous le mandat de Hollande. Ce n'était pas le mandat de Sarkozy. Et avec une procédure très spécifique. Et un jour, il reçoit un courrier du SIE de Forbach. Il dit « Oui, bonjour monsieur. Nous avons obtenu l'information selon laquelle vous possédez un compte numéro tant au Luxembourg depuis telle date. Merci de bien vouloir nous communiquer l'entièreté des informations sur ce compte, machin. » Et donc, c'était les fameuses procédures de contrôle des comptes à l'étranger. Et en fait, l'administration fiscale française avait reçu des banques étrangères, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a 4-5 ans, c'était un peu la chasse aux sorcières des comptes à l'étranger. Après, il y a eu le Covid. Cahuzac et compagnie, hein, mais voilà. Mais tout le monde ne s'appelle pas Cahuzac non plus. En fait, il y avait des listings qui étaient sortis des pays limitrophes chez nous, l'Allemagne, le Luxembourg, ils ont mis un peu de temps, mais bon, surtout l'Allemagne, Belgique, où ils ont balancé des listings à l'administration fiscale française et l'administration est partie à la pêche. Donc, vous pouvez recevoir ce courrier. Ouais. Ouais, ah ben oui. Alors après, ça y est, maintenant, je l'ai angoissé, là. C'est ça. Non, mais moi, c'est pas pareil, il n'y a rien dessus, ça fait très longtemps. Il y a zéro mouvement depuis au moins 20 ans dessus. Si jamais j'ai oublié de le clôturer, c'est ça que je veux dire. Et il devait y avoir même pas 500 € dessus. Donc, non, mais voilà, vaut mieux essayer de le clôturer en douce. Je ne l'ai pas déclaré. Voilà. Mais bon. Alors, je vous propose de poursuivre. On va reprendre. Alors, pour une mise en demeure adressée à une société étrangère ayant désigné un représentant fiscal. Alors, en principe, quand une société étrangère a un représentant fiscal en France, le mandat emporte élection de domicile. Donc, le représentant désigné doit être destinataire de tous les actes de procédure. Quand
Par exception, il a été jugé que lorsque les actes sont expédiés au siège de la société étrangère et qui sont régulièrement retirés par le dirigeant ou l'un de ses préposés, les mises en demeure adressées au siège de l'entreprise étrangère sont considérées comme régulières. Oui, voilà. C'est seulement dans le cas où l'administration fiscale n'établit pas que les plis ont été retirés, on considère que les actes de procédure sont irréguliers. Si l'administration apporte la preuve que les actes ont été retirés, du coup, la procédure est régulière. Donc, si elle corrige toute seule. Comment ça, c'est Et si elle retire les actes de procédure irréguliers, elle corrige son erreur tout seul. Non, je veux dire, c'était si si l'administration prouvait que le dirigeant de la société étrangère avait retiré le pli. Oui, d'accord. Et donc, du coup, si elle n'apporte pas la preuve que le pli a été retiré par le dirigeant au siège de la société étrangère, là, c'est une procédure irrégulière. Donc, on va passer aux sanctions. Il y a un arrêt du 5 novembre 2021 qui a jugé que la rectification d'un déficit sans imposition supplémentaire n'arrêtait pas l'intérêt de retard. Alors, en principe, quand on a une proposition de rectification, les intérêts de retard courent à compter de la notification de cette proposition de rectification. Toutefois, quand la proposition de rectification a pour objet de remettre en cause le montant du déficit sans apporter de supplément d'impôt et qu'elle est suivie d'une seconde proposition de rectification ultérieure qui fixe une imposition supplémentaire, les intérêts de retard ne sont calculés qu'à partir de cette seconde proposition de rectification. En fait, là, ils sont calculés à partir de la rectification qui génère un supplément d'impôt. Un impôt supplémentaire. Oui, voilà. Donc, on gagne un an. Oui, ça dépend combien de temps il y a entre... Ouais. On gagne le délai entre la première et la deuxième proposition. Oui, ça coûte moins cher en intérêt de retard. C'est ça. Alors, on a une décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2021 concernant l'amende pour facture de complaisance. Alors, il y a une amende fiscale qui est fixée à 50% du montant des sommes versées. Cette amende respecte le principe de nécessité des délits et des peines. Le requérant disait que cette amende ne respectait pas ce principe parce qu'il y avait déjà une majoration de 80% concernant cette infraction. Et le Conseil constitutionnel a dit que les 80% sanctionnaient les manœuvres frauduleuses conduisant à éluder l'impôt, alors que l'amende fiscale réprimait seulement le recours aux factures de complaisance. Donc, du coup, elle a jugé que c'était constitutionnel parce que ça ne sanctionnait pas la même infraction. Alors, sur la délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal. Donc là, c'est une décision du tribunal administratif de Rennes. Ça concerne le régime du mécénat. Donc, les organismes éligibles au régime du mécénat sont autorisés à délivrer des reçus fiscaux. Et s'ils ne sont pas éligibles et qu'ils en délivrent, ils s'exposent à une amende. Quand un organisme non éligible délivre un reçu fiscal, le contribuable qui a fait le don et qui a le reçu fiscal est quand même autorisé à bénéficier de l'avantage fiscal. Concernant l'application de l'amende, l'administration fiscale ne peut appliquer l'amende à l'organisme non éligible que si l'avantage fiscal autorisé par le reçu fiscal correspond à l'opération réalisée. Au cas d'espèce, l'avantage fiscal mentionné dans le reçu faisait référence à l'article 238 bis du CGI, qui est applicable aux entreprises. Or, le don avait été réalisé par un particulier, donc l'article applicable est l'article 200 du CGI. Donc, il a été jugé que, vu que l'avantage mentionné dans le reçu ne correspondait pas à l'opération réalisée, l'amende fiscale ne pouvait pas être appliquée. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que sur une erreur de plume dans le reçu fiscal, empêche l'application de l'amende à l'organisme qui est dans tous les cas non éligible au régime du mécénat et qui a quand même établi un reçu fiscal. Elle évite l'amende. Oui, voilà, c'est ça.
Cela étant, l'amende a été déclarée inconstitutionnelle en 2021, l'amende pénale, sous réserve de la bonne foi. Mais juste sur cette dernière partie du CERFA et tout ça, il faut savoir que là, depuis 1 an, et depuis notamment la loi sur les valeurs de la République, là, Du 24 août 2021. du 24 août 2021, les contrôles fiscaux en matière de reçus fiscaux, soit que ce soit des reçus qui soient émis par les associations, soit que ce soit des reçus qui soient utilisés par les donateurs, sont de plus en plus contrôlés. Et aujourd'hui, ils peuvent être contrôlés de manière autonome, indépendamment de toute vérification de comptabilité de la structure associative. L'administration peut venir juste contrôler les reçus. Et on a une nouvelle procédure déclarative imposée aux structures associatives qui émettent des reçus fiscaux à partir du 1er janvier 2022. Là, ça va être fait pour les résultats, l'alias 2021, de déclarer le montant des dons, le nombre de reçus fiscaux émis. Et ça va être il y a 2 lignes qui sont ajoutées dans la 2070 et pour les structures lucratives dans la 2065, et pour les structures hors champ de tout dans une annexe spéciale, qui nous imposeront désormais aux structures associatives émettrices de reçus fiscaux de déclarer le montant total des dons, le nombre de reçus fiscaux, comme ça l'administration va pouvoir venir contrôler. Alors, pour les structures lucratives, pour les associations qui sont fiscalisées, c'est implémenté dans l'alias fiscale générale ou dans la 2070 pour les associations qui n'ont que des revenus patrimoniaux qui déclarent des intérêts bancaires, etc. Pour les associations qui sont complètement hors champ de la fiscalité, on attend encore il y aura un relevé spécifique CERFA à souscrire sur impôt.gouv uniquement pour ces associations-là. Mais il faut quand même être vigilant sur le fait qu'on a des mesures de contrôle qui sont renforcées. Et aujourd'hui, je finirai juste là-dessus. Sachez que jusqu'à présent, si les entreprises mécènes on n'exigeait pas trop des entreprises mécènes la justification des reçus fiscaux, etc., quand elles mécénaient. Aujourd'hui, les associations qui collectent des dons des entreprises mécènes sont dans l'obligation de leur émettre des reçus fiscaux. L'entreprise, parce que parfois, on avait des clients qui nous disaient « Ah, mais c'est bon, j'en veux pas, j'ai filé 1000 balles aux pompiers. » Là, ouais, non, mais oui, mais plein. J'en ai plein. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, on a eu des commentaires de l'administration fiscale concernant l'amende pour défaut de remise de comptabilité informatisée. L'administration fiscale a dit qu'elle s'appliquait par contrôle et non par exercice. Donc, si sur un même contrôle, on contrôle plusieurs exercices, on n'a qu'une seule amende. L'amende s'élève à 5 000 € lorsque le montant des droits rappelés est inférieur à 50 000 €. Et quand le montant des droits rappelés est supérieur à 50 000 €, l'amende est égale à 10% du montant des droits. Alors, avant, l'administration fiscale appliquait l'amende par exercice contrôlé. Donc, du coup, le coût de l'amende était plus élevé. Alors, il y a une QPC qui a été déposée le 8 février 2022 concernant le cumul des sanctions pour opposition à un contrôle fiscal. Alors, l'opposition à un contrôle fiscal peut entraîner des sanctions fiscales, mais également pénales. Le Conseil constitutionnel, donc, du coup, a été saisi d'une QPC par rapport à l'application cumulée des 2 sanctions, par rapport au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Les sanctions encourues à ce jour sont une amende fiscale correspondant à 100% des droits rappelés et une amende pénale égale à 25 000 € ou un emprisonnement de 6 mois en cas de récidive. La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel considère que les sanctions pénales et fiscales ne contradisent pas le principe de nécessité des délits et des peines parce qu'en fait, c'est des sanctions de nature différente. Elles
à la réserve que le cumul des deux sanctions soit limité au montant des plus élevés des sanctions encourues. Donc, en clair, on a une amende fiscale. Alors, moi, j'ai déjà eu un contrôle fiscal avec opposition à un contrôle fiscal. Je n'étais pas très fière. Alors, quand on parle d'opposition à contrôle fiscal, il faut savoir que, comme on dit, le diable se niche dans les détails. C'est pas forcément je me suis heurtée au vérificateur, je lui ai mis ma main dans la figure ou je l'ai accueilli à la carabine. Moi, en l'occurrence, mon client s'était amusé à être à 3 ou 4 reprises absent au rendez-vous fixé dans le cadre de la vérification de comptabilité. Donc, le gars, il s'est énervé, il a collé une opposition avec une majoration d'une amende fiscale correspondant à 100% des impôts rappelés. Ah non, 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 non. Non, absent. Il ne vient pas. Absent, quoi. Par hasard. Il ne vient pas. Une fois, il ne vient pas. 2 fois, il ne vient pas. 3 fois. Bon, au bout d'un moment, la 4e fois. Il avait déjà calculé son machin. Voilà. Bon, en plus, il s'était pris une visite domiciliaire parce qu'en plus, c'était une question de transfert de bénéfices à l'étranger. Enfin, bon, voilà. Donc, l'amende, effectivement, c'est 100% de majoration des droits rappelés et l'amende pénale qui se cumule. C'est vrai que moi, sur les oppositions à contrôle fiscal, je n'ai jamais vu mis en œuvre l'amende pénale. En général, on s'arrête à l'amende fiscale. Voilà. Mais il faut savoir qu'effectivement, on peut avoir un cumul des deux. Et attirer l'attention de nos clients sur le fait que, bon, l'amende fiscale, c'est une chose, l'amende pénale, c'est pénal. Même si c'est que du financier, c'est quand même une inscription au pénal. Donc, ouais, là, c'est beaucoup plus gênant. Alors, du coup, on va terminer sur ça. Je vais laisser la parole à Diane pour la conclusion. Voilà, pour le mot de la fin. Donc, on vous a fait un petit panel, un petit panorama des nouveautés de ces 6 derniers mois en matière de contrôle fiscal. Donc, le contrôle fiscal, je crois qu'on pourrait faire 2 jours, 3 jours, on pourrait faire une formation complète sur le contrôle fiscal. On a des procédures en matière de contrôle en France qui sont relativement complexes, lourdes, denses et en plus qui sont assez différentes suivant la nature des impositions contestées. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on arrive à un millefeuille de textes et de réglementations fiscales. Bon, déjà, on est une des seules matières, si ce n'est la seule matière en droit français qui change tous les ans. Tous les ans, on a une loi de finances. Tous les ans, on a une loi de finances rectificative. Et avec un peu de bol, dans la loi de financement de la sécurité sociale, on a en plus des petites mesurettes fiscales. Bon. Donc forcément, ça, plus les évolutions jurisprudentielles, plus les évolutions doctrinales, les commentaires de l'administration fiscale dans les bulletins officiels des impôts, les dispositifs fiscaux étant tellement compliqués parfois à comprendre, est obligé d'interpréter, de réinterpréter son interprétation, on arrive vraiment à des choses assez complexes et assez difficiles à suivre au quotidien. Donc, on a aujourd'hui un outil qui peut être intéressant pour les entreprises ou pour les associations. Quand je dis entreprise, c'est au sens large, sauf que ça ne s'applique pas, je ne crois pas, aux particuliers au sens non professionnel. Ça peut s'appliquer à des entrepreneurs individuels, BIC, BNC. Voilà, mais pas à de l'IRPP, pas aux petits contribuables juste pour son IRPP personnel. Ce sera pour son entreprise individuelle. C'est ce qu'on appelle l'examen de conformité fiscale. L'examen de conformité fiscale, c'est le fait de faire vérifier par un professionnel du droit, hors de tout contrôle fiscal, que l'entreprise est en conformité avec les exigences fiscales usuelles. L'administration a fixé un certain nombre d'items qui peuvent faire l'objet de cet examen de conformité fiscale. D'accord ? De mémoire, il y en a 9. Les principaux, c'est contrôler les règles de déductibilité des provisions et des amortissements, le régime TVA, le fichier FEC, le fichier des écritures comptables informatisées, et l'archivage fiscal. Mais en réalité, on en a 9 des items. Cet audit fiscal, alors, l'examen de conformité fiscale a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il permet d'auditer fiscalement la structure, comme on peut le faire dans nos associations quand on fait un rescrit fiscal, sauf que ça s'applique au secteur aussi de l'entreprise, donc c'est assez nouveau. Et
on audite en fait les différents items et on tire les conclusions, là ça va pas. Bon. Et l'inconvénient, c'est que quand on est dans l'ECF, l'examen de conformité fiscale, et qu'on rentre dans la procédure ECF, c'est une procédure qui est déclarée à l'administration fiscale. C'est-à-dire que le résultat de l'audit est transmis à l'administration. D'où peut-être la nécessité éventuelle, plus qu'éventuelle, comme avant de déposer un rescrit fiscal à l'administration pour une association, c'est de faire un pré-audit en off avant de décider ou non si on rentre dans l'ECF. C'est l'opposabilité du résultat. C'est comme quand on fait un rescrit. C'est l'opposabilité du résultat et de la réponse de l'administration fiscale à notre position. On va dire à l'administration fiscale dans notre audit ECF, bon, on a relevé. Il y a ça, voilà nos pratiques, voilà comment on provisionne, nos règles de déductibilité, etc. Blablabla, voilà comment on fonctionne. Merci de nous dire que. Une fois que l'administration s'est prononcée, la réponse de l'administration lui est opposable. Donc, ça veut dire qu'en cas de contrôle fiscal, comme dans le cadre d'un rescrit, elle va devoir justifier du changement de situation pour justifier d'un éventuel redressement. Donc, c'est une Changement de Oui. situation par rapport à ce déclaré à la base. Oui. Ouais. Non, non, ça peut être des entreprises qui ont des pratiques qu'elles souhaitent voir entérinées par l'administration, par exemple des règles de comptabilisation de provision ou d'amortissement particulier. Ou voilà. On déposera pas un ECF si, à mon sens, si on sait qu'on est dans vraiment le fond du trou. Hein, on va donc pas n'importe quel prix. Il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Et qui sont nos participants? J'espère qu'il n'y a pas d'administration fiscale. Non, mais l'idée, c'est de faire un audit. Non. L'idée, c'est, à mon avis, c'est de faire un audit de la situation. Comme le contrôle technique. Voilà, c'est comme un pré-contrôle technique, effectivement. C'est la base du pré-audit qui va nous déterminer si on le fait ou pas. Oui. Oui. J'imagine le conseil fiscal qui va faire le pré-audit et qui, à l'issue de ce qu'il va remarquer, va dire là, il faudrait peut-être faire un ECF pour. Voilà. Ou pas parce que pardon, excusez-moi, pardon, je suis désolée. Ou pas parce que ce n'est pas nécessaire, ou pas parce que la situation est trop dramatique et que ça ne serait pas une bonne idée de. Oui, non, voilà. L'idée, c'est d'après avoir fait le pré-audit, en disant, ben voilà, le pré-audit, il a donné tel et tel résultat, on corrige, on ne corrige pas, est-ce qu'on corrige, est-ce qu'on peut corriger, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à l'ECF parce qu'on a des problématiques, des enjeux qui sont significatifs et qu'on veut voir entériner, comme un rescrit à SAS, qu'on veut voir entériné par l'administration fiscale par une prise de position formelle ou pas. Sachant qu'une fois qu'on est rentré dans la procédure ECF, on n'en sort pas tout à fait comme ça. On ne s'arrête pas au milieu du gué. Quoi. Non, on ne s'arrête pas, voilà, non, mais c'est ça, on ne s'arrête pas au milieu du gué. Et puis, voilà, et puis il y a une remise à jour récurrente des éléments qui ont été communiqués à l'administration. Voilà, on est dans une on s'installe dans une relation. Et le jour où on sort de cette relation, ben voilà, il faut quand même s'assurer. C'est nouveau. Bon, ça c'est rentré en vigueur au 1er janvier 2021, ça fait 1 an. Pour l'instant, c'est un produit qui est en cours de déploiement. Ben non, mais soyons clairs. Il est. Non. Ben, c'est un produit. Non, mais c'est un produit qui est en cours de déploiement, mais au même titre que quand on a eu les instructions de 98 avec nos associations, c'était un produit, le rescrit en cours de déploiement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller au casse-pipe. D'abord parce que, encore une fois, à mon avis, il est hors de question d'aller à l'ECF si on n'a pas préaudité la structure. Il faut faire un bilan risque-avantage, sinon, ce n'est pas la peine, quoi. On ne va pas se mettre le couteau sous la gorge. Je pense aussi de l'autre côté de l'administration fiscale de, par exemple, tout de suite. Oui, non, mais voilà, quoi. Ça paraît étonnant, d'ailleurs, l'administration fiscale. Alors, ça contrelance les mesures c'est dans le cadre. La première partie oui, parce que la première partie, on a l'impression
Mais voilà, façon, d'accord, dis donc. on a fait Non, maladie, on mais peut on le faire. s'inscrit. Là, ce serait une manière de dire. On s'inscrit un peu dans la quand même. philosophie de la loi ESSOC, hein, le droit à l'erreur, hein, ce Droit à la fameux droit, le droit à la rectification, rectification, le droit à l'erreur. On s'inscrit un peu dans ce système-là, c'est-à-dire oui, vous avez un droit à l'erreur. Si vous vous êtes trompé ou si vous avez un doute sur telle et telle opération, alors évidemment, ça ne va pas concerner toutes les entreprises et tous les contribuables, mais venez chez nous, on va vous dire quoi. C'est un peu ça, hein, la démarche. Alors moi, c'est une démarche que je connais très bien parce que je travaille beaucoup avec le secteur associatif, donc c'est quelque chose dont on a énormément l'habitude en matière de rescrit. Ce qui est marrant, c'est que ça vienne au sein de l'entreprise et des groupes, parce que là, pour le coup, on a des enjeux quand même qui potentiellement sont extrêmement importants. Et puis, on voit quand même bien qu'on est en recherche totale de transparence de la part de l'administration et de captation d'informations par tous les moyens. Parce qu'une fois qu'on a filé notre super audit ECF, là, l'administration a tout. Hein. On se met un petit peu, on se déshabille, quoi. Mais ça veut dire qu'elle peut avoir elle peut avoir à diagnostiquer ou on peut avoir eu à faire valider des points qui seront source ultérieurement de vérification de l'administration. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est la contrepartie. C'est la contrepartie. Et ça peut présenter aussi des avantages pour les entreprises, notamment en termes de réputation fiscale, surtout quand on travaille à l'étranger, qu'on a des groupes avec des filiales étrangères, etc., ou des gros groupes français avec beaucoup de filiales, peu importe. Mais voilà, de pouvoir avoir présenter une moralité fiscale et de bonnes mœurs, parce que c'est très à la mode. Voilà, c'est très à la mode. Voilà, une éthique irréprochable, enfin, le plus irréprochable possible.